le CES 2015 sur Watch TV en direct de Las Vegas avec Withings, leader de la santé connectée. Bonjour et bienvenue ici en direct à Las Vegas pour la quotidienne du CES de Watch TV. Vous le savez, Watch TV est la seule chaîne française à vous faire découvrir comme si vous y étiez toutes les innovations du monde de la high-tech présentées ici au Consumer Electronics Show. Vous nous suivez également sur le site du quotidien Le Parisien, de l'hebdomadaire de Point et sur Euronews, nos partenaires pour cet événement. Pour m'accompagner dans cette lourde tâche, j'ai l'honneur et l'avantage d'avoir ici avec moi Grégoire Martinez, technophile averti, que les téléspectateurs assidus de Watch connaissent déjà pour ses interventions régulières dans iWeek, l'émission consacrée à l'univers Apple, de l'ami Benjamin Vincent, qu'on salue tous ici très chaleureusement. Salut Grégoire. Salut Alexandre, tu vas bien? Ça va bien et toi? Écoute, oui, ça va très bien en ce premier jour de CES. Alors Grégoire, le salon n'a commencé officiellement que depuis à peine quelques heures. Depuis 1 heure. Ouais, et pourtant, on a déjà plein de choses à vous faire découvrir. Comment c'est possible ça? Tout simplement parce que le CES commence en fait bien avant de commencer. Il faut savoir que depuis dimanche soir, les événements se succèdent pour la presse. Dimanche après-midi, on avait CES Unveiled, un événement organisé par le CES, où se retrouvent différentes marques pour présenter leurs innovations 2 jours avant l'ouverture du CES. Et puis hier, c'était la journée marathon, la grande journée des conférences de presse, celle qu'on connaît bien et qu'on n'aime pas forcément parce qu'elle est très fatigante. C'est la journée où on enchaîne les conférences de presse LG, Samsung, Sony, Monster, Panasonic, enfin voilà, toutes les grosses marques dévoilent leurs nouveautés la veille de l'ouverture du CES. Le CES qui a ouvert il y a tout juste 1 heure, puisqu'il faut savoir qu'ici il est 11 h. Alors voilà, le CES, Grégoire, il faut expliquer quand même. C'est un incontournable. C'est le plus grand salon. C'est même plus que ça, c'est une institution. C'est une institution tout simplement parce que c'est le plus grand salon dédié aux nouvelles technologies du monde. Chaque année, on y découvre les smartphones, alors de moins en moins, parce qu'on les découvre ceux-là à Barcelone en février, mais on a en revanche les télévisions, les objets connectés, même les voitures connectées. Voilà, on découvre toutes les tendances. C'est l'occasion de faire le point en fait sur les tendances du monde des nouvelles technologies. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'on peut commencer à dégager déjà quelques tendances sur ce cru? Alors c'est encore un peu tôt pour dégager de grandes tendances, puisqu'on a effectivement, on n'a pas encore eu le temps de parcourir les allées du salon. Maintenant, on a quand même, je pense, 2 grandes tendances qui se distinguent. C'est toujours sur la télévision, les écrans Ultra HD, 4K, avec les technologies OLED, les écrans incurvés, toutes ces choses-là se développent de plus en plus et deviennent surtout de plus en plus abordables. Et puis c'est surtout l'année des startups à mon sens. On en parlera tout à l'heure avec Axel Lemaire, mais voilà, il faut bien savoir que le CES devient un événement où il y a de plus en plus de startups, françaises notamment, et cette année il y en a énormément, notamment à l'Eureka Park. Alors toi qui as la technologie en intraveineuse, si j'ai envie de dire, est-ce que cette édition, c'est déjà un bon cru pour toi ou pas? C'est difficile à dire. J'ai été peut-être un peu déçu par les conférences de presse d'hier. Alors peut-être parce que voilà, il y a beaucoup été question, il faut le dire, d'électroménager quand même. On a vu des frigos, des machines à laver chez LG, chez Samsung, non pas chez Sony, chez LG, chez Samsung. Mais tu fais jamais ta lessive toi? Si, mais c'est pas pour ça que je viens à CES en fait. Voilà. Alors même si la domotique se développe, c'est d'ailleurs une des tendances de CES, la domotique. On va en parler avec nos premiers invités dans un instant. Mais ça, pour moi, c'est pas ce que j'attends de CES principalement. D'autant que c'est des produits qui sortiront pas en France pour la plupart. Notamment chez LG. Donc voilà, maintenant on a quand même eu quelques téléphones et notamment le G Flex 2 chez LG. Alors durant toute cette semaine, Watch TV est mobilisé pour vous faire vivre au maximum ce CES, avec bien sûr cette émission quotidienne et de nombreux invités, mais aussi Grégoire, à chaque heure, la minute CES. On explique rapidement le principe. C'est tout simple, 1 minute, une innovation, à l'heure pile sur Watch, on vous fait découvrir une nouveauté, une innovation que l'un de nous a trouvé pour vous dans les allées du CES. Et alors durant cette semaine, on va également vous proposer de gagner de superbes lots offerts par notre partenaire. Alors restez bien à l'écoute, on va vous en dire plus dans quelques instants. Mais on peut déjà montrer l'eau puisqu'on est là. Hein. C'est Activity Pop, c'est la nouvelle montre connectée de Withings. Alors pour ceux qui suivent un peu les annonces de Withings,
on avait découvert au printemps, la WeSings Activité que j'ai au poignet là, une montre fabriquée en Suisse avec un bracelet en cuir qui est connecté au smartphone en Bluetooth parce qu'elle fait podomètre, elle mesure l'activité physique et suit le sommeil. Et donc celle-ci, en quoi est-elle différente? Et WeSings Activité Pop, c'est le même principe, la même idée, c'est-à-dire un podomètre et un tracker de suivi du sommeil intégrés dans une montre avec quasiment le même design, si ce n'est qu'elle n'est pas fabriquée en Suisse et que le bracelet n'est pas en cuir, mais en caoutchouc, ça reste quand même une très belle montre et c'est nettement plus accessible puisque la WeSings Activité est à 399 € et la Pop à 149. Et elle a un côté un petit peu plus sport quand même. Hein. Oui, on voit avec le bracelet qui permet d'aller dans l'eau. C'est pas. Mais et toutes les deux sont étanches d'ailleurs. Voilà, et donc c'est une très belle montre. Ça vient juste d'être présenté. Hein, ça a été présenté aussi à Unveiled dimanche. Vous ne serez pas volé. On vous en dit plus dans quelques instants. Restez avec nous pour savoir comment vous allez pouvoir essayer de la gagner. On va commencer. On va présenter nos premiers invités. D'abord Alexandre Chavreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Avitsen. Absolument. Alors oui. on parlait de domotique, Avitsen on est en plein dedans là. Hein. Alors exactement, on est en plein dedans. Donc Avitsen est une société française, tourangère, spécialisée dans tout ce qui est domotique, donc objets connectés pour l'habitat résidentiel. Donc ça va être la gestion des accès, la gestion de l'énergie, la sécurité et la vidéosurveillance au sein de l'habitat résidentiel. Alors vous dirigez la société depuis 2007 je crois. Absolument. On n'est plus dans le domaine de la start-up, évidemment. Vous avez aujourd'hui autour de 80 employés. La domotique, on a l'impression que c'est un mot un peu fourre-tout. Et justement, que c'est devenu un mot un peu fourre-tout et que ça peut provoquer le rejet du consommateur qui va hésiter à s'équiper d'un matériel sachant pas s'il allait être compatible avec un autre. Comment est-ce qu'on vend la domotique aujourd'hui en France et ailleurs dans le monde d'ailleurs ? Alors sur la terminologie domotique, je partage malheureusement votre avis, puisque en fait ça fait 25 ans, 30 ans que le terme domotique a été utilisé sans que vraiment de vrais produits puissent sortir et être accessibles aux consommateurs. Alors maintenant, avec l'avènement de l'informatique, de l'internet et bien évidemment du smartphone, on est capable d'avoir des solutions à des prix tout à fait abordables. Toujours dans le domaine de la domotique, nous on préfère dire le domaine de la maison intelligente, puisque des solutions qu'on pouvait trouver dans le passé à 15 000, 20 000 €, aujourd'hui on est capable de piloter sa maison de manière intelligente sur des budgets qui vous tournent autour de 600 à 1500 € en grande distribution, et on commence vraiment à faire de vraies choses à ce niveau-là. Et la domotique, c'est l'une des choses que Samuel, tu connais bien, puisque tu es le CEO de Busit. C'est un peu, comment est-ce qu'on présenterait ça? C'est le IFTTT français? On peut le présenter comme ça. Après, on aime bien quand même se démarquer. On va peut-être déjà expliquer ce qu'est IFTTT, Grégoire, tout le monde ne le sait pas. Alors IFTTT, Yves Zen voilà, c'est ça. Merci. Qui permet donc d'enchaîner des actions, logiques. C'est un site internet en gros sur lequel on va s'abonner à des services. Voilà, c'est ça. Et donc connecter les services auxquels on est soi-même abonné. Et par exemple, si on reçoit une notification sur un service, ça peut déclencher une action sur un autre. Voilà, c'est le principe. Voilà, tout à fait. Donc Busit, c'est justement une plateforme qui est un petit peu similaire et qui, elle, de son côté, permet d'interconnecter des objets ensemble et de les rendre, on va dire, un petit peu plus intelligents que ce qu'ils peuvent être de manière naturelle. Alors sur Busit, on a une petite démo, on a un petit film, je ne sais pas si on peut le voir en régie. On a un petit film qui présente, à mon sens, assez bien l'entreprise. On regarde et on revient dans une minute. Mornings, my world wakes up to my rhythm. I've connected all my devices on Busit. The possibilities to save time are almost unlimited, and time saved is time to sleep a little bit longer. I can do a bunch of things like checking my health, my water consumption, or my training goals. Depending on the weather, I pick out the appropriate outfit, and since my wardrobe's connected to my friends, there's no worries we'll show up like twins. My little sister lives in Taiwan, so I watch the local news during breakfast. It makes me feel a bit closer to her. And since I don't speak Chinese yet, I turn on the translator. That way I hear it straight in English. And even when Phil is traveling, it feels like he's never far away. We just need to figure out our time differences. And since we've connected both our schedules on Busit, whenever he changes his return ticket, the new time and location of his arrival show up automatically on both of our agendas. Ooh, I got a present.
But it keeps me connected to my world. And most of all to those I love. Samuel, Assine, on a l'impression que c'est de la science-fiction, ça, hein? On a l'impression que ça peut être de la science-fiction, mais tout ce qu'on voit dans cette vidéo, justement, aujourd'hui, la plateforme le permet. Alors évidemment, il faut disposer des objets connectés en question, mais c'est justement le futur qu'on voudrait et qu'on a aujourd'hui, justement, grâce à cette plateforme. C'est là que Alexandre Chavreau peut intervenir, non, justement, dans ce genre de scénario. C'est quelque chose qui vous parle ou on n'en est pas du tout encore là Ah non, pas du tout. Ça, c'est totalement d'actualité. Aujourd'hui, donc avec ce que Samuel présente et avec ce que nous sommes capables de faire également à Vitzel, on est pas du tout dans la science-fiction. On est vraiment dans l'actualité, dans le présent, puisqu'aujourd'hui ça existe déjà, c'est sur le marché. Et le consommateur est capable déjà de faire de la scénarisation et de jouer avec. Tout à fait. Et alors on en parlait justement en préparant l'émission, il faut pour ça permettre à la plateforme d'interagir avec les différents objets connectés. Aujourd'hui, c'est compatible avec quel type d'objet? Alors aujourd'hui, il y a pas mal de types d'objets différents sur la plateforme, donc évidemment il y a beaucoup de domotique, il y a pas mal de services de type justement traducteur, même des services de type Facebook, réseaux sociaux, Twitter, et évidemment des équipements de sécurité, des alarmes connectées, des caméras connectées. Et en fait tout ça permet justement aux clients ou à l'utilisateur de créer des interactions qui soient vraiment très puissantes et qui dédoublent en fait, décuplent les possibilités des objets connectés qu'il a chez lui. Et c'est gratuit, payant d'utiliser Busit? Alors Busit c'est gratuit, la plateforme est gratuite. En revanche, on est un petit peu sur le modèle d'ouverture d'Apple ou de Google, puisque chaque connecteur, ce que nous on appelle connecteur, donc chaque application sur la plateforme, donc que ce soit une montre, une alarme connectée, est développé par la communauté qui peut rendre en fait son connecteur payant ou gratuit. Donc c'est après au choix, on va dire, du développeur de rendre payant ou gratuit ses connecteurs. D'accord. Alexandre Chavreau, vous disiez récemment dans une tribune, je crois, que sur la domotique, il faut évangéliser les médias. Ça passe d'abord par les médias, l'acceptation de la domotique, d'après vous? Alors, je disais qu'il fallait, pas forcément que les médias, il faut à mon sens, d'abord évangéliser le consommateur. Parce qu'aujourd'hui, donc on parle de domotique, quand on parle d'Avicenne, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on est sur ce marché-là. Qu'aujourd'hui, quand on regarde la presse, quand on regarde les médias, tout le monde parle d'objets connectés. Après, quand on regarde la réalité des chiffres, et cette fois le chiffre d'affaires des entreprises, on voit qu'il y a quand même une distorsion, un écart entre les annonces, ce qui est dit, et la réalité du chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, pour moi, cela tient en fait à la connaissance, à la perception qu'a le consommateur des domaines du possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément les médias qu'il faut évangéliser, mais c'est le consommateur. Aujourd'hui, sur ce qu'expliquait Samuel, sur ce que nous, on est capable de faire, de piloter l'intégralité de sa maison, de pouvoir faire des scénarios, d'utiliser son téléphone portable comme géolocalisation pour gérer des scénarios supplémentaires, tout ça, le consommateur n'est pas encore au courant. Il n'est pas au courant que c'est possible, que ça existe, et surtout le prix qui aujourd'hui globalement est abordable par rapport à des solutions d'avant. Donc pour moi, c'est le consommateur qu'on doit évangéliser d'abord. D'accord, alors parler de prix justement, vous êtes plus spécialisé alors pas tellement dans les petits objets connectés, mais plutôt dans, je sais pas, les portails, les automatismes, ce genre de choses. Alors nous on a des solutions globales en fait, on vend donc à la marque Thomson en grande distribution une solution globale, c'est-à-dire que ça va être une box domotique, donc pour pouvoir rendre la maison intelligente, et autour vous allez avoir tout un ensemble d'objets qui sont développés par Avicell. Alors on a une centaine d'objets qui viennent se connecter à notre centrale domotique. Donc effectivement ça inclut de la motorisation de portail, des éléments de sécurité, des éléments de régulation thermique, de chauffage, de vidéosurveillance, de contrôle de l'énergie en général. Comment on sait quand on achète un objet aujourd'hui qui va être compatible avec un système ou un autre? Comment on sait quand on achète un objet s'il va être compatible avec le vôtre par exemple? C'est compliqué ça pour le consommateur. Il se retrouve dans un grand magasin avec un stand domotique et plein de boîtiers partout et sans vraiment savoir ce dont finalement il va avoir besoin d'acheter pour faire ce qu'il veut. Alors là vous posez une vraie bonne question. Aujourd'hui, ce que l'on trouve sur le marché encore à l'heure actuelle, c'est les systèmes qui sont fermés, qui sont sur des protocoles radio propriétaires. Ce qui fait qu'une marque ne va pas forcément pouvoir interagir avec une autre marque. Parce que le protocole radio est propriétaire. Donc aujourd'hui, on a des systèmes effectivement de protocoles qui sont dits ouverts, mais aujourd'hui, c'est pas du tout la majorité. Sur les systèmes que l'on propose nous,
On part sur la base d'un protocole propriétaire avec la centaine d'accessoires qui permettent de tout faire, mais néanmoins, si vous êtes déjà équipé d'une motorisation de portail d'une grande marque française, que je ne citerai pas, vous pouvez toujours ajouter un module qui rendra en fin de compte notre box compatible avec cette marque-là. D'accord, et pour revenir un peu à Busit, on l'utilise comment? IFTTT, c'est un site web. Là, comment est-ce que ça fonctionne pour, Alors, Busit, moi, je suis client, enfin, j'ai des objets connectés chez moi. Je veux les faire interagir entre eux avec Busit. Comment est-ce que je Alors, c'est donc un site web également, une application mobile aussi. En fait, le principe, c'est justement de rendre l'accès facile et d'évangéliser. Donc, justement, c'est ça l'important. Et donc, ça se présente sous la forme de vous inscrivez, vous arrivez sur le site internet. On vous propose une liste d'objets, vous avez donc un store d'objets et là vous choisissez les objets que vous avez, vous les configurez et ensuite on vous propose des scénarios préconfigurés, en fait les scénarios les plus populaires pour déjà vous donner une idée de ce qui est possible de faire avec ces objets là. Ensuite vous pouvez évidemment créer vos propres scénarios, donc en faisant voilà, de manière extrêmement simple, en disant voilà je prends mon smartphone transmet sa géolocalisation, je mets une zone de géolocalisation autour de ma maison et quand je sors de cette zone de géolocalisation, mon thermostat passe en mode économie d'énergie, mes stores baisse, mes prises électriques se coupent automatiquement. Donc ça c'est vraiment ce qu'on fait et c'est extrêmement simple pour l'utilisateur. En 5 minutes c'est fait. Et alors là pour le coup vous êtes vraiment une start-up. Ça fait combien de temps que vous existez et combien est-ce que vous êtes? Alors on est effectivement une start-up, on est aujourd'hui 5 et c'est lancé depuis septembre dernier. Donc c'est vraiment le tout début. C'est tout neuf. C'est tout neuf. Et alors, vas-y Grégoire. Ouais. Et la French Tech, pour vous, puisqu'on en reparlera tout à l'heure avec Axel Lemaire, la French Tech, est-ce que ça vous apporte quelque chose? Aujourd'hui on parle beaucoup de l'arrivée en masse des startups à Las Vegas, au CES. Est-ce que vous le ressentez? Comment vous le ressentez et comment est-ce que vous vivez la French Tech? Alors justement, on en discutait en préparant l'émission, c'est extrêmement intéressant comme question puisque le label French Tech a été créé il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant. Et ce label-là, aujourd'hui, ce qu'il nous apporte, c'est très simple. C'est déjà en France, avant le CES, les préparatifs du CES et puis la couverture qui est offerte par l'État. Mais je pense que vraiment, en effet, c'est l'arrivée en force des startups. Et ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment que le mot startup, qui pouvait être un petit peu, avoir peut-être une image un peu négative il y a une dizaine d'années avec la bulle Internet, aujourd'hui redevient synonyme de croissance, d'une économie florissante, d'une économie forte. Et ça, je pense que le gouvernement aujourd'hui a bien suggéré cette transformation-là avec les accélérateurs, avec justement ce label. Et pour nous, en fait, ce que ça nous apporte, évidemment de la visibilité, bien entendu, mais aussi véritablement un soutien, vraiment simplement un soutien et le fait de se sentir poussé. Mais alors clairement, au quotidien, ça se manifeste comment ce soutien? Au quotidien, ça se manifeste par à la fois l'organisation d'événements, donc faire rencontrer les acteurs de la French Tech. Ça se manifeste évidemment par des facilités d'accès à des organisations comme la BPI ou Ubifrance, et puis par des actions ponctuelles, donc des salons, des événements ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment, pour nous, c'est clairement un plus et une belle initiative. Et quand on vient à CES, on vient chercher quoi? Une couverture médiatique, des acheteurs, des... Oh, je pense qu'on pourra répondre à cette question, mais c'est vrai que quand nous, c'est notre première fois évidemment depuis septembre, mais c'est vrai que quand on vient au CES, on cherche avant tout un peu de visibilité évidemment, se faire connaître, se faire voir, montrer qu'on est là et surtout montrer qu'on est là aussi sur ce marché-là, puisque on disait tout à l'heure en France, il faut évangéliser encore. Ici, le marché est quand même déjà beaucoup plus développé. On parle de 1/4 des Américains qui ont justement une montre d'activité ou un bracelet connecté. C'est quand même bien plus en termes de proportion qu'en Europe, donc c'est vraiment un marché pour nous important. Alexandre Chavreau, vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, absolument, absolument. Et moi, je rajouterais un point. Donc on parle dans la presse depuis ces 10 derniers jours effectivement de la French Tech, de la présence de l'ensemble de ces entreprises effectivement ici au CES. D'abord ça démontre aussi le savoir-faire français en matière de technologie. Et je pense que dans les temps un petit peu d'économie difficile, je pense que c'est bon de le rappeler et de le souligner. C'est-à-dire que la France a des entreprises qui sont vraiment créatrices. Et puis la deuxième chose, c'est que ça donne aussi de la crédibilité aux entreprises. Quand je prends l'exemple d'Avicenne, nous on est une petite PME, alors on n'est pas une start-up, on est néanmoins une petite PME, mais on arrive malgré tout à signer des contrats avec des gros opérateurs télécoms américains. Et je pense que c'est aussi possible parce que les entreprises françaises dans ce domaine d'activité ont acquis une certaine crédibilité. Et tout le buzz qu'il y a autour de ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement favorable.
Alors moi j'ai envie de revenir une seconde sur la domotique parce qu'elle pose une autre question auquel les gens sont assez sensibles et on l'a vu quand Google a racheté Nest, c'est le domaine évidemment de la sécurité, de la vie privée. Vous êtes des entreprises qui récupèrent énormément de données des gens. Comment est-ce que vous garantissez que ces données restent, on va dire, confidentielles? Alors, je laisserai après Alexandre répondre sur sa partie et sur sa plateforme. Nous concernant, c'est vrai que c'est une véritable problématique à laquelle je pense que les consommateurs sont quand même de plus en plus sensibles et vont devenir de plus en plus sensibles. On voit aujourd'hui, même par rapport aux réseaux sociaux, c'est vraiment en train de devenir un enjeu important. Donc c'est vrai que nous, de notre côté, en tout cas chez Busit, en tant que plateforme d'interconnexion, cette problématique est évidemment extrêmement forte puisque vous donnez les accès en fait à la plateforme, à l'ensemble de vos objets, de vos services. Et donc on le garantit à la fois contractuellement, donc en termes de contrat, donc de garantie, on garantit ne pas analyser, ne pas exploiter les données, ne pas non plus les stocker. Et puis en termes techniques, après, ça se manifeste évidemment par, ça peut se manifester par du chiffrement, de la cryptographie, et puis un aspect poussé sur la sécurité du concept. Donc ça c'est véritablement, je pense, aujourd'hui un enjeu essentiel, aussi rassurer, je pense, le consommateur sur le fait que oui, en effet, certaines données peuvent être collectées, mais justement le fait de ne pas les analyser, de ne pas les regarder, elles ne sont collectées qu'à des fins, on va dire, purement d'historique ou on va dire, de plus-value pour l'utilisateur. Alexandre Chavreau. Oui, je pense que Samuel l'a bien résumé, effectivement. Donc la notion de chiffrement est extrêmement importante, c'est-à-dire il faut absolument sécuriser ces données. Et c'est un passage obligé pour la crédibilité. Ensuite, nous, on n'a pas vocation à utiliser les données de nos consommateurs. Ça n'a pas forcément l'intérêt marketing particulier. Donc après, à chaque entreprise aussi d'avoir une certaine éthique par rapport à ça. Mais je pense que la première préoccupation du consommateur, c'est effectivement sur le cryptage des données et sur le fait en fin de compte qu'on ne pourra pas pirater en fin de compte l'ensemble de ces informations. Grégoire, tu veux finir sur la domotique? J'aurais une question, je saurais plus dire qui disait ça, mais je crois que c'était le patron de WeSings qui disait la domotique fonctionnera réellement quand on ne saura plus que c'est de la domotique, quand on n'entendra plus parler de ce mot de domotique. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? C'est un petit peu ce qu'on disait au début de l'entretien. La problématique derrière le mot domotique, il a été 1000 fois galvaudé. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui ce terme, il n'est pas à proscrire, c'est exagéré, mais voilà, quand on parlera d'autre chose que domotique et ça rentrera dans les us et coutumes, je pense que déjà on aura fait un grand pas. Parler plutôt de maison intelligente. D'accord. Si on passait à notre petit jeu. Allez, allons-y. On va vous libérer, messieurs. Je pense que vous avez de nombreux rendez-vous à honorer. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci à vous d'être venus. Et à très bientôt. On passera vous voir, bien sûr. Alors, Grégoire, cette montre qu'on va vous permettre de gagner, c'est donc l'activité pop. Un beau cadeau, hein, parce qu'elle est belle et elle vient juste d'être présentée ici à Las Vegas à l'occasion du CES. Alors oui, elle a été par notre partenaire. Elle a été présentée à CES Unveiled dimanche. Alors pendant qu'on présente la montre, on va accueillir notre prochain invité, hein, Thibaut Dumas de la société Brand Technology, qui vient avec un drôle d'objet. Bonjour Thibaut, installez-vous, je vous en prie. Allez-y. Mettez-vous à l'aise et installez-vous ici, à côté par là, de Grégoire. Alors voilà, la montre, on va revenir dessus. Pour la gagner, alors c'est très simple. Il faut répondre à une question toute bête. En combien de couleurs est-ce que la WeSings Activité Pop est-elle disponible? Après notre top, vous envoyez vos réponses via Twitter avec les deux hashtags WeSings et WatchTVCES. Si vous êtes prêts, vous allez la gagner dans, attention, 3, 2, 1, top, c'est à vous de jouer. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses et son nom sera dévoilé dans l'émission de demain à la même heure dans la quotidienne du CES. Alors ici il est 11h24, 20h24 à Paris, on continue avec Alors vous êtes venu avec un drôle d'objet. Alors voilà, c'est un objet un peu que cette chose particulier. Ça fait pas peur normalement, hein. faut pas s'inquiéter, ça fait pas de mal. Il faut savoir que ça se met sur la tête quand même. Voilà, c'est ça. L'objectif de cet objet, c'est d'aider les gens à mieux gérer leur stress. Donc comment ça se passe? C'est un casque, en fait un casque, je vais le poser sur ma tête, vous allez voir.
Là, je vais vous tenir. En fait, voilà, ce que ça, c'est que la high-tech s'intéresse ça. la high-tech s'intéresse de plus en plus au bien-être. Elle cherche même donc à nous relaxer, la preuve. Et là, vous, ce que vous voulez faire, c'est agir directement sur le cerveau. Alors, ça semble un peu fou, dit comme ça, mais c'est très sérieux, hein. Vous êtes cofondateur donc de MyBrain. Et expliquez-nous ce que c'est, d'abord, quel est le nom de cette chose étrange? Alors, ça s'appelle MeloMind. MeloMind. C'est donc un casque qui mesure l'activité cérébrale et qui l'envoie à un smartphone ou une tablette, donc Très qui bien. va l'analyser. Et Alors- ensuite, la smartphone ou tablette donc, analyse ce signal et envoie par des écouteurs une musique qui va être modulée en temps réel par l'activité de la personne. Donc on entend littéralement les modifications de l'activité cérébrale. Alors, expliquez-nous un petit peu comment ça marche. C'est-à-dire, on écoute la musique, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour se relaxer? Alors, ça fonctionne par séance, des séances de 5 à 15 minutes. Donc on pose le casque, on ferme les yeux, on s'assoit, on lance l'application et en fait avec les écouteurs, on rentre dans un voyage audio dans lequel il faut se relaxer pour pouvoir atteindre les différentes étapes. Donc ça forme un entraînement cérébral où on va améliorer sa capacité à gérer son stress, à se relaxer sur le long terme. Donc plus on fait de séances et plus on augmente cette capacité. C'est comme le vélo, comme faire du sport, comme faire de la musique. Plus on entraîne son cerveau et plus on est performant dans cette capacité-là. Donc l'objectif, c'est que finalement, au bout d'un moment, les gens aient tellement utilisé le produit et le casque qu'ils n'en aient plus besoin et qu'ils soient capables d'être mieux dans leur peau et de mieux gérer leur stress sur le long terme. Et ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à tout le monde? Ça s'adresse absolument à tout le monde parce qu'on est tous stressés. Oui. Le stress nous pourrit tous la vie. Et nous, on a vraiment l'objectif de pouvoir permettre à tous d'avoir accès à ce produit qui en fait vient de technologies médicales assez pointues, qui s'appelle l'électroencéphalographie. Ouais. Et donc nous, on l'a adapté pour le grand public, ça a été notre grand enjeu. Alors, d'ailleurs, vous allez nous expliquer, ça c'est assez intéressant. Quand on s'est rencontrés la première fois, vous n'êtes pas des jeunes start-upers venus de nulle part, vous avez des gens qui s'intéressent au cerveau depuis longtemps derrière vous, hein. Voilà, en fait, donc Johan Attal et moi-même, les deux cofondateurs du projet, on s'est rencontrés lorsqu'on était chercheurs à la Pitié-Salpêtrière, on faisait nos thèses là-bas, et nos postdocs respectifs, surtout celui de Johan. Et puis donc on a développé ce produit pour pouvoir permettre à tous donc, de pouvoir accéder à ces technologies qui étaient restreintes au monde médical et au monde de la recherche. Et tout le produit a été co-développé avec l'Institut du cerveau et de la moelle épinière et la Pitié-Salpêtrière. Donc on a un grand conseil scientifique international et puis des chercheurs qui travaillent avec nous. D'accord. Et ça coûte combien? Alors là, actuellement, c'est en pré-vente sur le site internet. Ouais. Donc c'est à 299 $. Et l'objectif, ça va être de le livrer à la fin de l'année. D'accord, et alors je vais vous poser la même question que je posais tout à l'heure à Samuel et Alexandre. On parle cette année de l'arrivée en force de la French Tech à Las Vegas, un grand nombre de startups françaises. Pour vous, qu'est-ce que ça vous apporte la French Tech? Nous, tout d'abord, ça nous a permis d'avoir été sélectionnés parmi les 18 startups les plus innovantes pour pouvoir venir représenter la France sur le pavillon de la French Tech. Donc ça a été un accélérateur énorme pour nous, pour pouvoir venir ici, être mis en contact avec le monde du CES et l'écosystème. On va accueillir pendant qu'on parle notre invité suivant. Un invité suivant, Geoffrey Bittard de chez Arcos, je crois. Bonjour Geoffrey. Enchanté, installez-vous. Bonjour. Bonjour. Arcos, donc, qui n'est plus non plus une jeune pousse française. Bonjour Geoffrey. Qu'est-ce que vous êtes venu présenter au CES? Donc c'est le fameux 50 Diamond de chez Arcos qu'on avait présenté au CES Unveiled il y a quelques mois et qui arrive ici à Las Vegas. Essayez peut-être de mettre le micro un Ouais, petit à peu côté plus de votre près. bouche, ouais, voilà. Pardon. Donc c'est un téléphone 5 pouces qui inaugure en fait la Alors, je vais plateforme vous l'emprunter. Voilà. Snapdragon 615 de chez Qualcomm, qui est donc Dual SIM 4G, qui tourne sur un processeur 64 bits octo-core, avec 2 Go de RAM, un bon appareil photo, 16 millions de pixels en face arrière et 8 millions de pixels en face avant, un écran Full HD avec une technologie IPS, une extension micro SD pour augmenter la mémoire qui de base est de 16 Go. Voilà, donc un beau téléphone et qui va arriver au cours du mois de mars en France à 199 € seulement. Alors, on voit justement de plus en plus de téléphones low cost arriver. Votre principal concurrent, je pense qu'on peut le citer, ce serait Wiko aujourd'hui. Par exemple. Comment est-ce qu'on se démarque dans le monde des smartphones? Parce qu'il y a de plus en plus de smartphones low cost. Je citais Wiko, mais le nombre de marques de smartphones low cost qui émergent en France, c'est incroyable. On en a toutes les semaines, on reçoit des mails pour nous dire qu'un nouveau téléphone à moins de 200 € sort, hein, pour résumer un peu la situation. Comment est-ce qu'on se démarque aujourd'hui?
Alors nous, ce qu'on essaie de faire, on travaille beaucoup avec Qualcomm. Qualcomm, c'est notre partenaire sur les téléphones 4G. Voilà, vous avez cité Vico, travaille avec, pour l'instant avec quelqu'un d'autre sur la 4G. Nous, on estime que voilà, pour avoir des téléphones performants et fiables en 4G, il faut utiliser des chipsets assez performants et on se démarque grâce à ça et on inaugure la plateforme Snapdragon 615 de Qualcomm. Et alors justement, donc là on parlait de smartphone 4G. Vous lancez aussi à CES une tablette 4G, je crois. Tout à fait, une gamme même de tablettes 4G de 7 pouces, un 8 pouces et un 10 pouces. D'accord, et alors on voit, c'est étonnant j'ai envie de dire, parce que la guerre des smartphones low cost, elle fait rage déjà. Les tablettes en revanche, les constructeurs low cost, les tablettes 4G, 3G, 4G, les constructeurs low cost s'y attaquent assez peu. Et on voit que c'est une nouveauté, ça arrive même chez vous. Pourquoi s'y attaquer si tard et pas l'avoir fait plus tôt? Alors c'est vrai que la tablette Wi-Fi, pure Wi-Fi, représente des gros volumes de vente. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à faire des... Avant, les tablettes 3G étaient très très chères, oui. Dues aux technos 3G qui sont plus coûteuses que les technos sur Wi-Fi only. Et ces technos 4G, maintenant on arrive à les mettre dans des tablettes à des coûts moindres. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit arriver, on voit émerger de plus en plus de tablettes connectées en 4G notamment. D'accord, et elles seront vendues à quel prix ces tablettes 4G? Alors, je crois que ça, il me semble, j'ai pas tous les prix en tête. Mais ça à peu près. Je crois que c'est pas cher. Je crois que c'est de 129 à 199 €. D'accord. Voilà, et alors, une autre des annonces d'Arcos sur le CES, c'est une annonce qui fait écho à une annonce de l'année dernière par rapport à Smart Home. Tout à fait. C'est l'ouverture de la plateforme Smart Home. Tout à fait. Alors pourquoi et comment, j'ai envie de dire? On revient dans la domotique. Hein, voilà, c'est ça. On était sur la domotique juste avant avec nos deux précédents invités. D'accord. On revient sur ce sujet. Pourquoi et comment ouvrir Arcos Smart Home? Alors aujourd'hui, effectivement, on ouvre la Smart Home à plusieurs marques, notamment grâce au 433, qui va vous permettre d'appairer des nouveaux objets connectés. Qu'est-ce que le 433 pour expliquer? Parce que... Alors encore une fois, je ne suis pas le meilleur spécialiste, mais c'est à côté du Bluetooth, ça va vous permettre de venir connecter vos objets sans fil. C'est le standard. C'est un standard. Voilà. Ça ressemble fortement au Bluetooth. C'est un standard. Voilà. C'est un des standards de la domotique. J'ai envie de poser une question à Thibaut qui me vient à l'esprit en écoutant, en entendant parler de Bluetooth, de 4G, de 3G, de Wi-Fi. En quoi ça peut influer sur le stress, toutes ces ondes qu'on a autour de nous, et il y en a plein ici. Hein. Oui. C'est difficile à dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le cerveau produit des ondes électromagnétiques. Et c'est ce qu'on mesure en fait avec notre casque. Parce que là, ce qu'on mesure, c'est le champ électrique qui est produit par les neurones. C'est de l'ordre du microvolt, c'est extrêmement faible. Et donc ce champ, nous après, on le mesure avec le casque et on l'envoie au smartphone via Bluetooth. Donc on a essayé de se placer dans une optique où on ne voulait pas justement envoyer des champs électriques ou des champs magnétiques sur le cerveau, parce que ça c'est déjà utilisé en fait dans le milieu médical. Et c'est des technologies qui pour l'instant n'ont pas atteint le degré de maturité en termes de retour sur le long terme pour savoir vraiment les effets positifs ou néfastes de ça. D'accord. On réfléchit déjà au Mellomine 2.0 aujourd'hui chez vous. Il est déjà en cours. Il est déjà en cours. Ça, c'est la version préliminaire. C'est un prototype, j'imagine, voilà, exactement. Mais qui est déjà potentiellement industrialisable. Et puis là, en septembre, on va avoir une deuxième version qui va être améliorée, ajustable, des nouveaux capteurs, qui va permettre aux gens de mieux utiliser. Parce que finalement, c'est grâce à ces nouveaux téléphones et à ces nouvelles tablettes qu'on peut maintenant traiter des signaux extrêmement complexes comme l'activité cérébrale. Avant ça, il fallait des ordinateurs extrêmement compliqués. Et maintenant, n'importe quel smartphone peut réussir à capter et à traiter ça. C'est intéressant. Grégoire, tu voulais réagir Écoute, oui, je suppose que c'est relié à une application mobile après. Voilà, nous on développe les deux, on fait le casque et l'application mobile. Et donc les deux sont faits de pair, de concert pour pouvoir fonctionner complètement. Donc l'algorithme qui va analyser le signal, il est fait exactement pour l'application qui est de gérer le stress, d'aider les gens à gérer leur capacité de stress. Mais après, on peut imaginer, excusez-moi, parce que je me permets de rebondir sur la domotique de tout à l'heure. Oui, bien sûr. Ce type de dispositif, on n'est pas les seuls à rentrer dans ce nouveau champ de production. On peut imaginer qu'après, ça pourrait contrôler aussi bien des thermostats, l'éclairage, etc., que toute la maison vive au rythme de notre activité cérébrale. Tu avais, je crois, avant que je reprenne sur
sur le Mélomane, une question pour Geoffrey. On était sur la domotique. Oui, l'ouverture de cette plateforme domotique, on en parlait. Je crois que ça va vous permettre de vendre la tablette, parce qu'il faut expliquer ce qu'est le pack Smart Home. Le pack Smart Home qui avait été présenté l'année dernière, c'était une tablette sous Android traditionnelle qui peut aussi servir de tablette normale. Exactement. Et puis plein d'objets connectés, plein de petits objets connectés. Alors il y avait un capteur de mouvement. Il y avait un capteur de mouvement, un capteur de température, il y avait 2 minicams, il me semble. Et il y avait une prise aussi, je sais pas. Le plug, effectivement. Ça, voilà. Donc aujourd'hui, notre but, il est simple, c'est de venir 2015 sur Watch TV en direct de Las Vegas, de venir greffer d'autres univers à cette smart leader de la santé connectée. Donc notamment l'univers SoundKey, la domotique, des choses comme ça. Vous pouvez venir appairer des objets. Pourquoi pas. Voilà, le but, c'est vraiment d'élargir l'écosystème. Et c'est pour ça qu'on ouvre la smart home. Et du coup, les évolutions possibles maintenant que cette ouverture est faite, c'est quoi? Alors, je vais me répéter, mais là on a par exemple, si vous avez des volets roulants automatiques Somfy, vous pouvez les contrôler grâce à la tablette, la Smart Home. Il y a plein, aujourd'hui on est en train d'ouvrir cette base de données et de permettre à de plus en plus d'accessoires de venir de se connecter. Donc le but, c'est vraiment de venir augmenter cette base de données d'objets connectés qui peuvent se connecter à la tablette. Qu'est-ce que vous présentez d'autre? On a parlé de smartphones, de tablettes et donc de smart home. Est-ce qu'il y a d'autres choses que Arcos veut mettre en avant ici? Alors on le met en avant encore une fois, on a le Music Beanie, on l'a présenté déjà il y a quelques mois, le bonnet Bluetooth connecté, qui était un peu notre carton Arcos chez nous de fin d'année. C'est un bonnet tout simple, un peu design, avec des écouteurs Bluetooth à l'intérieur, de la laine. Et vous pouvez venir appairer sur n'importe quel téléphone compatible Bluetooth, iOS, Android, peu importe. Et on va me dire que je me répète parce que je pose toujours la même question, mais c'est la question que je posais à nos 3 précédents invités. On parle cette année de l'arrivée en masse de la French Tech, des startups françaises ici au CES à Las Vegas. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, Arcos? Alors vous êtes déjà plus qu'une start-up, bien sûr. Qu'est-ce que ça vous apporte, cette French Tech et le CES? Nous, c'est vrai que Arcos, on aime bien regarder autour de nous ce qui se passe, le marché, comment évolue. Donc c'est vrai que ces sociétés, la French Tech notamment, qui adhèrent à la French Tech, on les regarde, on discute, on essaye de monter, d'essayer de créer des projets ensemble. Voilà, on reste ouvert à pas mal de projets, on est à l'écoute et voilà, c'est ça, c'est la French Tech, ça nous apporte ça chez Arcos, on est à l'écoute, on regarde et ça nous permet de peut-être des opportunités de produits avec d'autres entreprises. Et toute cette effervescence autour de la technologie française, ça doit quand même vous ravir quelque part, parce que vous êtes là depuis un peu avant les autres. Ça fait plaisir. C'est vrai qu'Arcos, maintenant, c'est une société qui a plus de pratiquement 20 ans. On a été les premiers à faire des lecteurs MP3, des media players, des tablettes Android même. Donc voilà. Aujourd'hui, on est fiers de ce que représente la France au niveau des nouvelles technologies. Et alors, même question pour vous, Thibaut. La French Tech, ça vous apporte quoi? Parce que vous êtes un pur player de la French Tech. Bah écoutez, comme je vous le disais, ça nous apporte surtout ce regroupement d'initiatives et d'énergie autour de cette activité d'innovation et de représentation sur le CES, auquel on n'aurait pas eu accès peut-être si on était venu indépendamment, bien entendu, quoi. Et du coup, à CES, on vient chercher quoi? On vient chercher une couverture médiatique, on vient chercher des clients, on vient chercher un peu tout, parce qu'il y a tellement de types de profils différents qui viennent ici. Alors, ce qui nous intéresse nous le plus, parce que c'est la première fois qu'on révèle au public le produit, ce qu'on voulait, c'était vraiment avoir un retour de l'utilisation des gens, c'est-à-dire savoir vraiment comment ils se sentent avec le casque, comment ils se sentent avec l'application, qu'est-ce qu'ils pensent de la couleur, des électrodes, etc. Savoir l'appétence un peu du grand public sur le produit. D'accord. On vous rappelle que vous pouvez gagner cette montre WeSing Activité Pop, issue de la French Tech aussi. Oui. Pour la gagner, c'est très simple, je vous l'ai dit tout à l'heure. Répondez à cette question. En combien de couleurs est-elle disponible? Vous envoyez votre réponse via Twitter avec les 2 hashtags WeSings et WatchTV CES. Elle sera à vous. On tirera au sort
le gagnant parmi les bonnes réponses et on présentera le nom du gagnant demain. On va passer à une minute, tiens, puisque on produit aussi des minutes, on en a parlé tout à l'heure. On va vous proposer de regarder une, comme ça on va marquer une petite pause. A tout de suite. La Minute CES sur Watch TV, on est chez Marshall qui propose un nouveau casque, le Major 2. Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Eh bien, ils ont a priori écouté ce que leur disaient les utilisateurs. C'est un casque qui est commercialisé depuis 3 ans. Donc maintenant, il est un petit peu plus confortable, plus flexible. Vous pouvez le plier. Donc ils ont modifié les systèmes de fixation ici. Bien entendu, les drivers ont été renouvelés pour la qualité du son. Donc ce casque-là est connu pour sa qualité audio. Il faudra que vous l'essayiez si vous ne voulez pas me croire sur parole. Et autre nouveauté, maintenant on peut connecter le câble jack soit sur l'oreillette gauche ou droite en fonction de vos préférences. Et cerise sur le gâteau, on peut relier un casque à un autre. Si vous voulez partager dans l'avion par exemple votre vidéo, vous branchez votre casque sur le casque de votre voisin et donc vous allez pouvoir regarder un film à plusieurs. Donc voilà, le Major 2 qui sera disponible fin juin aux alentours de 100 $ ici. On n'a pas le prix en Europe. Et donc c'était sur Watch TV, la Minute CES. Axel Lemaire, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Le CES, ça a l'air d'être important pour l'économie numérique en France aujourd'hui. C'est un rendez-vous qui est devenu majeur. Oui, c'est vrai, c'est important et pour les entreprises et pour le gouvernement qui montre son soutien à ses entrepreneurs. Donc j'y suis présente cette année avec Emmanuel Macron et aux côtés de 120 entreprises françaises dont 66 startups. Les startups françaises, ce sont les plus présentes juste derrière les Américains au sein d'Eureka Park, qui est l'espace dédié à l'innovation provenant des startups. Justement, cette année, on dit que les startups françaises arrivent en force à Las Vegas pour le CES. Vous donniez les chiffres de présence à l'Eureka Park. Comment est-ce que cette présence se manifeste et comment est-ce que c'est lié à l'initiative French Tech que vous portez maintenant depuis plusieurs mois? Alors d'abord, ça se manifeste par le fait que 5 de ces entreprises ont gagné des prix de la meilleure innovation. Elles sont présentes dans des secteurs très diversifiés. On parle beaucoup des objets connectés, de la domotique, donc de la maison connectée. Mais les Français sont aussi forts sur la e-santé, par exemple, dans toutes les technologies en lien avec la mobilité, en particulier la voiture. Il en est beaucoup question ici. Les drones, qui ont des applications de plus en plus nombreuses, le sport, tout ça sont des tendances de fond du CES présentées cette année et sur lesquelles les Français sont assez forts. Alors ces objets connectés, justement, ils arrivent à Bercy. On a vu qu'un espace objet connecté va ouvrir dans l'hôtel, au sein même de l'hôtel des ministres. Pourquoi cet espace? Alors c'est vrai que depuis ma nomination, je dis que Bercy doit ouvrir ses portes et ses fenêtres à l'innovation parce que l'innovation, elle ne se décrète pas depuis un bureau du ministère de l'économie et des finances. Elle naît au plus près de la création d'entreprises, elle naît dans les territoires et elle naît dans les startups. Donc c'était important de montrer notre soutien. Et puis moi, ça m'est très utile, ma vitrine des objets connectés qui est dans mon bureau depuis mon entrée au gouvernement et qui s'est multipliée. J'ai dû retourner chez Ikea pour en acheter d'autres, c'est dire. Eh bien, ça me sert à illustrer mes propos lorsque je reçois des investisseurs et en particulier des investisseurs étrangers. Parce que je leur dis, pour me croire sur preuve, voyez ce que produit la French Tech. Oui, parlons-en des investisseurs. Voilà. Je crois que vous allez en rencontrer ici, à San Francisco ou à Las Vegas même. Tout à fait, de très nombreux. J'ai ce soir toute la soirée consacrée à des rendez-vous avec des investisseurs américains. Demain encore, et puis effectivement ensuite lors de ma visite à San Francisco, avec à chaque fois ce mot d'ordre come and see. Venez voir ce qui se passe en France, venez voir la vitalité de l'écosystème d'innovation. Souvent encore, ici on s'arrête à des a priori, des stéréotypes sur une France qui serait engoncée dans des conservatismes, qui serait anti-business. La réalité, c'est pas du tout celle-là. Et la réalité, c'est que je crois qu'aujourd'hui, les investisseurs
ont plutôt intérêt à bien se positionner pour aller identifier les jeunes pousses qui demain seront peut-être des champions mondiaux. Et donc justement, ces investisseurs, maintenant, vous les rencontrez depuis un certain temps, depuis votre arrivée au gouvernement. La French Tech existe depuis un peu plus d'1 an. Est-ce qu'on pourrait essayer de dresser un premier bilan rapidement de cette première année de la French Tech? Tout à fait. Une formidable mobilisation, notamment au sein des 9 écosystèmes, des 9 métropoles qui ont été labellisées, parce que enfin, les pouvoirs publics se tournaient vers les entrepreneurs dans les secteurs très innovants pour leur dire « vous êtes importants pour nous ». On sait qu'aujourd'hui, la croissance et la création d'emplois, elle va venir de ces secteurs. Le numérique crée au minimum 40 000 emplois par an en France, d'où notre soutien très actif. Donc, formidable mobilisation. Et donc, maintenant, on entre dans la phase opérationnelle. Il s'agit d'investir dans des accélérateurs qui, eux, permettent d'accompagner les startups dans leur développement, dans leur croissance. Il s'agit de renforcer le volet attractivité. On va créer le French Tech Ticket pour faire venir des entrepreneurs étrangers. Il y a toute une série d'outils qui va se décliner en 2015. Et puis, moi, je pousse beaucoup pour que les grands groupes travaillent plus étroitement, collaborent dans des conditions gagnantes-gagnantes avec les startups. Un dernier mot, vous venez de dresser le bilan de la French Tech, de cette première année de French Tech. Les perspectives, si on devait dresser les perspectives pour l'année à venir, les idées, les projets qui se développent? Elles sont très positives. Bientôt sera lancé un appel à manifestation d'intérêt pour labelliser des French Tech Hub à l'étranger. Il en existe déjà un à San Francisco. Je le visiterai d'ailleurs cette semaine. J'aimerais qu'il y en ait d'autres ailleurs dans le monde, en Asie, pourquoi pas en Afrique. Je l'ai dit, je vais lancer les French Tech Tickets pour permettre à des étrangers d'obtenir un visa, d'obtenir un guichet administratif unique qui fasse que la France soit perçue comme une terre attractive où il fait bon innover. Il y a les French Tech Pass, là aussi, qui sont un accompagnement dédié, notamment par la BPI, dédié aux startups. Donc, 2015, c'est l'année de la montée en puissance de la French Tech. Merci beaucoup, Axel Lemaire. Bon CES. Merci. Alors Thibaut, on l'a vu avec Axel Lemaire, elle est venue ici à San Francisco et en Californie voisine, chercher convaincre plutôt des investisseurs d'investir dans la French Tech. Est-ce que vous aussi, vous venez convaincre des investisseurs ici? Ça fait partie de nos objectifs, effectivement. Là, on entame une levée de fonds donc pour pouvoir amener notre produit à la commercialisation, à l'industrialisation et pour pouvoir l'améliorer encore plus. Alors, vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission, il y a encore pour une belle dizaine de minutes. Grégoire, j'avais envie de te demander, on a vu des choses quand même, hier on a parlé des conférences, tu m'as dit que tu avais été un peu déçu, que tu avais vu beaucoup d'électroménagers, mais il y a peut-être des choses dont tu as envie de parler. Il y a un téléphone, je crois, qui... Alors il y a un téléphone, voilà, qui marque le coup parce que il est signé LG, c'est le G Flex 2, c'est leur deuxième génération de téléphone à écran incurvé. Alors même si j'ai encore un peu de mal à trouver l'intérêt de ce type d'écran sur un téléphone, ça reste quand même une belle prouesse technologique, surtout que l'année dernière, c'était un téléphone milieu de gamme, on avait un écran HD, un processeur pas forcément le plus puissant des processeurs. Cette année on a un écran Full HD, un Snapdragon 810, donc là pour le coup vraiment le plus puissant des processeurs. Donc voilà, on est vraiment sur un beau téléphone, un téléphone haut de gamme, et ça reste, même si effectivement l'écran incurvé, le choix de cette technologie et de ce type d'écran restera à la discrétion de chacun, ça reste quand même une belle prouesse technologique et je pense que c'était intéressant de le signaler. Puis une autre des belles choses que j'ai vues à CES, alors c'était à Unveil, cette fois-ci c'était chez Parrot, c'est le casque de Parrot, le H2O, un casque sportif qui alors mesure en même temps le rythme cardiaque via les écouteurs, il mesure plein de données en plus de vous diffuser de la musique dans les oreilles. On en parlera dans une quotidienne très bientôt avec Henri Sidou qui devra nous faire l'honneur de nous voir. Les écrans incurvés, ça vous intéresse vous chez Arcos? C'est tabou? C'est compliqué encore, non? C'est encore compliqué, c'est des technos qui sont très compliqués à mettre en place. Voilà,
voilà, donc ça reste encore un petit peu réservé, j'allais dire. Voilà, c'est ça. Il faut savoir que LG en a vendu très peu, hein, des LG G Flex. Oui. C'est une technologie qui peine à convaincre le grand public parce qu'il n'y voit pas l'intérêt. Il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler la killer feature, l'application qui tue à cet écran pour faire vendre ces smartphones. C'est un petit peu l'objet de ma question en sous-entendu. Hein. C'est vrai que esthétiquement c'est très beau, il n'y a pas de problème. Hein. C'est très beau, mais dans la poche c'est pas forcément très agréable. Pas très pratique. Sauf si on le met dans la poche arrière du jean. Voilà, ça reste encore. Il manque vraiment cette fonction qui nous fera adopter. C'est un peu comme les montres connectées, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les montres connectées, on en voit plein. On les met au poignet, puis il faut les recharger tous les soirs. Après, on oublie ce qui n'est pas le cas de celle-là. Voilà, 8 mois d'autonomie. On oublie de les recharger, du coup, on arrête de les mettre, puis au final, ça reste au fond d'un tiroir. Il manque que ce soit pour le téléphone incurvé ou la montre connectée, encore à mon sens, la fonction qui nous fera l'adopter tous et qui nous montrera son utilité. Ça permet peut-être de taquiner certains constructeurs en disant que le leur est pré-plié déjà, non? Si je peux me permettre par rapport à cette logique des objets connectés, nous ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'il y a de plus en plus d'objets connectés, c'est formidable, on peut mesurer ses pas, on peut mesurer le nombre de calories, on peut mesurer plein de choses, mais la question finalement c'est à quoi ça va servir vraiment aux gens d'avoir toutes ces informations. Et nous on s'est dit qu'il fallait passer à l'étape d'après, la nouvelle génération, des objets connectés qui en eux-mêmes permettent aux gens d'améliorer quelque chose chez eux, d'améliorer leur santé. Et donc du coup c'est pour ça qu'on a développé ce système qui permet d'améliorer sa gestion du stress. Moi c'est effectivement une réflexion que je me suis fait il y a assez longtemps sur, vous le disiez, ces choses qui comptent les pas. J'ai quelque part pas forcément besoin d'avoir un bracelet pour savoir si je me suis levé aujourd'hui ou pas. Hein, mais en revanche c'est vrai que si cet objet connecté pouvait m'expliquer comment faire mieux, il y a toutes ces fonctions de coach après. L'utilisation elle-même peut vous aider. C'est ça l'objectif. C'est ça. C'est que l'utilisation permet de s'améliorer. C'est pas uniquement un coach qui va dire faites ci, faites ça. Au contraire, c'est proactif. C'est ça. Voilà, exactement. Une santé active. Autre chose, Grégoire, en coup de cœur, peut-être? En coup de cœur, il y a... Oui, il y a... Alors, c'est pas forcément un coup de cœur, c'est quelque chose dont j'ai envie de dire, j'attends de découvrir tous les détails. C'est une valise, c'est un système de fermeture pour sa valise qu'on peut déverrouiller en NFC avec son téléphone. Donc on a découvert ça à Unveiled aussi, il y a une minute CES dessus. Voilà, donc ça permet de déverrouiller sa valise avec un tag NFC. Voilà, ce ne sera pas commercialisé pour le grand public, ça sera vendu aux constructeurs de valises. Mais j'attends de voir ce que ça peut donner et si ça peut vraiment être utile ou pas. Et toi, qu'est-ce qui t'a marqué justement? Alors moi les téléspectateurs de Watch me connaissent un peu mieux pour tout ce qui est technologie liée à l'automobile et à l'automobile elle-même. Alors c'est vrai que sur le CES, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Ça devient, on l'a déjà dit l'année dernière où on était déjà ici, ça devient presque il y a presque un petit salon de l'automobile dans le CES. Et pour certains constructeurs européens notamment, ça prend même plus d'importance que le salon de Détroit, qui est un salon qui est devenu très américano-américain. Et donc il y a des technologies qui arrivent aujourd'hui dans l'automobile. Il faut savoir que l'électronique représente dans les investissements aujourd'hui à peu près, en fonction des constructeurs, jusqu'à 90% de ce qu'on met en R&D dans l'automobile aujourd'hui, c'est dans l'électronique. Et alors on voit des choses assez intéressantes. La grosse tendance, c'est la voiture autonome. Alors les constructeurs la Google Car, des choses comme ça. Alors non, c'est même pas. Enfin, la Google Car en fait partie bien sûr, mais là on est à l'étape au-dessus, c'est-à-dire que la Google Car, c'est une petite voiture qui est faite pour rouler à 40 à l'heure maximum en ville et faire des petits trajets. Là, les constructeurs aujourd'hui proposent des véhicules réellement autonomes. Audi a fait hier une démonstration de San Francisco à Las Vegas en conduite entièrement autonome. Il y a ici un équipementier français, Valeo, qui est ici pour la deuxième fois, qui propose également une démo dans les rues de Las Vegas en véhicule autonome. Et donc ça, c'est une des grosses tendances. La deuxième, on en revient aux objets connectés, c'est que la voiture devient un mobile comme un autre, un objet connecté comme un autre. Et on fait rentrer toutes les technologies mobiles dans la voiture pour permettre à la voiture justement d'intégrer les données de nos appareils pour intégrer également nos préférences musicales, etc. Et d'ailleurs, LG, je crois en parler également hier durant sa conférence. Ils ont un système dont le nom m'échappe qui permet ça. Oui, ça a été évoqué effectivement à la conférence de presse, à la conférence de presse LG. Alors,
il nous reste 2 minutes. Je voyais acquiescer sur l'automobile. Non, je suis d'accord avec vous. Je pense que l'automobile est en train de va devenir un vrai outil, enfin un vrai appareil multimédia qui va permettre de concentrer pas mal de données, que ce soit son smartphone, de sa tablette. Ça va vraiment devenir, je pense, la voiture. On parlera de voiture connectée très très bientôt. Et on voit Google, on voit Apple aller voir les constructeurs automobiles de plus en plus. Je pense que ça va vraiment, d'ici les 3 prochaines années, devenir l'automobile. Le marché du multimédia va s'exporter vers l'automobile. Alors il y a une autre tendance, puisque vous parliez de Google, d'Apple, etc. et dont il faut parler sur l'automobile, c'est que c'est un peu comme la domotique, hein. Chacun vient avec son système et le client qui veut acheter une voiture ou qui a un smartphone ne sait plus trop quel système choisir. La bonne nouvelle, c'est que de plus en plus, les constructeurs et même les équipementiers proposent aujourd'hui des systèmes qui savent parler aussi bien à Android Auto à CarPlay, le nom m'échappe. Windows in the car. Etc. À MirrorLink également. Donc voilà, aujourd'hui, cette contrainte est en train d'être levée. Une dernière chose sur l'automobile, il y a Volkswagen qui a présenté, on en parlera dans une minute, diffusé à l'antenne un petit peu plus tard, un véhicule dont l'interface homme-machine se fait de manière gestuelle. C'est-à-dire que si on veut ouvrir le tout ouvrant, on peut faire ça uniquement avec le doigt et non plus avoir besoin d'appuyer sur un bouton. Donc c'est assez intéressant. On est vraiment dans ce genre de recherche aujourd'hui. C'est le développement de ces tendances-là notamment. Contre le stress en voiture aussi. Hein. Je crois que on a le développement de toutes ces tendances. De toute façon, c'est ce qu'on constate depuis plusieurs mois maintenant. Toutes ces tendances-là se développent. Je pense que même plus loin, si je peux me permettre juste 10 secondes alors, parce qu'on va devoir y aller. Je pense qu'on rentre dans une ère post-interface, c'est-à-dire qu'on va ne plus avoir les écrans et des choses comme ça, et on va directement être en contact avec notre environnement qui va s'adapter à nous. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités d'être venus jusqu'à nous pour nous présenter ces innovations. Et rendez-vous Samuel Assine, Thibaut Dumas, Geoffrey Bittard, merci encore. Merci à vous. Merci aussi à Benjamin à Paris, à Angie, Rebecca, Johan et Philippe ici avec moi à Las Vegas, et sans qui cette émission n'existerait pas. Merci aussi à toi Grégoire. Mais de rien, puis on se retrouve demain, même lieu, même heure, 10h, 11h heure de Las Vegas, 20h, 21h heure de Paris pour la quotidienne du CES, et d'ici là, toutes les minutes à l'heure pile sur Watch TV. Voilà, les programmes continuent sur Watch. Salut à tous.